Eh bien bonjour, donc moi comme je vous l'ai dit, je m'appelle Léo. En fait je suis pas professeur comme eux, donc j'ai vite retiré cette blouse qui me fait passer pour un professeur, je ne suis pas du tout. Donc moi je suis pas né dans la même ville que mes camarades, donc moi je suis né dans la région de Joto, dans une petite ville qu'on appelle Doublonville. Et je suis Pokémaniac, donc en fait c'est plus ou moins ingénieur, sauf que je peux pas dire le vrai terme. Et je fais pas mal de choses dans ma vie, je me balade un peu, je voyage, d'ailleurs petite blessure de voyage, hein, voilà, un petit peu tombé. Et sinon je fais des publications, donc j'ai essayé de survivre dans un costume de Kabuto, bon j'ai tenu 4 heures. J'ai aussi fait des essais sur la téléportation, donc là je suis à mon 67e essai pour envoyer un homme sur la Lune. Je vous dis pas ce que sont devenus les 66 autres, mais apparemment ils vont bien. Donc voilà, je vais laisser la parole à mon collègue suivant. Eh bien bonjour à tous, je suis le professeur Seco de la région Owen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais en 93, j'étais un assistant du professeur Chen. J'avais 8 ans, et si vous me montriez le Pokédex avec 50 Pokémon capturés, je vous remettais le multi-exp. Personne ne se souvient de moi, c'est pas grave. On se souvient jamais des premiers travaux des grands chercheurs. Alors du coup, moi, si vous ne me connaissez pas, je suis de la région Owen. Et du coup, je fais beaucoup de recherches sur les relations entre humains et Pokémon, le lien fragile qui nous unit à ces petites créatures. Et je fais pas mal de recherches aussi sur les fossiles, puisque c'est un peu ma spécialité. J'ai notamment compté dans la région Owen donc les 4 294 967 296 variantes de Spinda. Oui, j'ai compté. Tu les as tous comptés? Oui. Non, je pense pas. Hein. Si. Non. Ah, il va falloir que je recompte en rentrant, c'est pas grave. Sinon, j'ai regardé également donc qui de Célibataire de Montif l'emportera. C'est un mystère qu'on ne résoudra peut-être jamais. L'interestrélisation des Pokémon insectes aussi, ça c'est quelque chose que je vous recommande de lire. Ça fait seulement 967 pages. Faites un effort. Et on va laisser la parole à notre vieille branche. Salut. Ça recommence. Bonjour, moi je suis le professeur Plazane de la région de Kalos. Ça se voit, on a l'autrement très huppé, hein, parce que je fais attention à ma tenue vestimentaire comparée à mes camarades. Dis donc, ça va? Oui, bon, on s'amuse. Moi, je suis un grand chercheur de la méga-évolution, en particulier surtout depuis ces derniers temps. Même si j'ai étudié 2-3 petites choses comme l'impression 3D avec des Pokémon en utilisant des matériaux de Pokémon. Ça c'est assez intéressant. Voilà. Moi c'est un petit peu tout ce que je fais. Je suis quand même plutôt humble, mais si jamais quelqu'un veut cette fleur dédicacée un jour, n'hésitez pas à vous signaler. Commence pas à draguer. J'ai rien fait encore. Grand romantique. C'est dommage. Et du coup, aujourd'hui, dans ce petit congrès scientifique avec juste 3 scientifiques, on va essayer de répondre à une question. Est-ce qu'il est possible de ramener à la vie des Pokémon disparus? La réponse est oui. Voilà, c'était gentil d'avoir fait la conférence. Donc bon, on va un peu plus développer, bien entendu. Évidemment. Et avant de commencer, il faut savoir se poser la question, qu'est-ce qu'un fossile? Un fossile est un reste, trace, moulage naturel d'un organisme vivant transformé en pierre, en roche. Et donc ça peut être le squelette d'un terrain, ça peut être une partie de ce squelette, un crâne, une griffe, une dent, que sais-je. Ça peut être un morceau de coquille, ça peut être un morceau de plante également, ça peut être des empreintes de pas, ou ça peut être également de la résine fossile qu'on appelle tout simplement du vieil ambre. Et justement, très belle transition, chers collègues, pour parler un petit peu des fossiles, parce que les fossiles dans Pokémon, il y en a énormément. Moi, je vais vous parler, donc je suis pas né à Kanto, mais bon, on représente quand même. Donc il y a 3 fossiles là-bas. Le fossile d'homme qui donnera Kabuto, le fossile Nautil qui donnera Amanita, et le vieillant qui donnera Terra. Et là, bon, cette fois, c'est ma vraie ville, donc je peux vraiment le dire, représente aussi. On retrouve les 3 fossiles de Kanto, donc fossile d'homme, Nautil et le vieil ambre, et 2 fossiles qu'on trouve mystérieusement, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Donc le fossile racine qui donnera Lilia, et le fossile griffe qui donnera Anoris. Pour ma part, dans ma région Owen, comme dirait mon collègue, représente
Je sais pas. Du coup, les fossiles abondants qu'on retrouve et qui sont endémiques de la région d'Owen, ça va être le fossile racine pour Lilia et le fossile griffe pour Anorite. Mais plus rarement, on va retrouver ceux de la région Canto-Joto, donc Dôme, Nautil et Vieillandre. On va retrouver ceux de Unis également, donc Plaque et Plume. Et ceux de la région Sino, donc Crâne et Bouclier. C'est ça? Je me trompe pas, hein? Ouais, c'est pas ma région, donc je sais pas. Et justement, la région Sino, donc les fossiles emblématiques, les fossiles qui sont endémiques de la région, donc ça va être le fossile Bouclier, Armure. C'est ça, hein? Armure, Bouclier, je ne sais plus. Ouais, ça dépend comment vous les appelez dans votre monde, je ne sais pas trop. Le fossile Crâne, et donc plus rarement on va retrouver plutôt ceux de la région Canto et Owen. Ensuite vient la région du Nice avec les fossiles Bouclier et Plaque et Plume. Excusez-moi, je ne viens pas de là, pour ma défense. Moi, je suis à Calos. D'ailleurs, en parlant de Calos, pour ne pas être très original par rapport à mes collègues, représente. Voici le fossile nageoire et le fossile mâchoire. A noter d'ailleurs que l'on retrouve l'ensemble des fossiles des régions que nous avons évoquées précédemment. Et de temps en temps, je prends des vacances. Ça m'arrive à peu près, je crois, une fois tous les 2 ans. Donc je vais un petit peu dans les îles d'Alola. Et là-bas aussi, on a pu retrouver des fossiles, mais bizarrement, il n'y a pas de fossiles qu'on appelle endémiques, donc des fossiles spécifiques à la région d'Alola. Mais on retrouve tous les fossiles des précédentes régions. Donc je ne vais pas toutes les reciter, sinon c'est un peu redondant. Mais on en trouve pas mal. Donc si vous allez là-bas, prenez un petit sac, un petit marteau, et vous allez pouvoir retrouver tout ça. Dernièrement, j'ai pu faire quelques petites sorties également du côté de Galard. Aucun des fossiles précédents n'a été retrouvé. En revanche, on a retrouvé 4 fossiles différents, à savoir le fossile poisson, le fossile oiseau, le fossile dragon et le fossile nageoire, qui ont des couleurs un peu spéciales. C'est dû aux radiations Dynamax, c'est ça? Dynamax, voilà. Donc c'est dû un peu aux radiations de la région, on en reparlera pendant le restant de la conférence. Voilà, mais c'est les 4 seuls qu'on retrouve de la région. Et enfin la dernière, la région de Paldea. Pas de fossiles retrouvés jusqu'à présent, malheureusement, pour notre plus grand désespoir. Un désespoir. Alors, petite transition avant de vraiment vous montrer la méthode pour amener à la vie des animaux disparus, des Pokémon disparus. Il faut savoir se poser la question, comment on classe les Pokémon chez nous, en science. Donc ici, vous avez différents Pokémon qui sont représentés. Donc si on regarde comme ça, c'est un petit peu un bazar. Est-ce que vous n'auriez pas déjà un groupe que vous pourriez faire, là, ici par exemple, regrouper des Pokémon dans un même paquet? Les plantes ensemble, effectivement. Donc là, on voit qu'on a Ampiflore, on a Vortante et on a Roselia, qui sont des Pokémon plantes. Donc on pourrait effectivement les regrouper dans un groupe. On appelle un taxon, mot contre triple Scrabble. C'est pas mal. Et on pourrait même faire mieux, puisque Ampiflore et Vortante sont des plantes carnivores. Donc on pourrait refaire un groupe dans le groupe des plantes. Et on peut faire pareil avec les mollusques. On voit par exemple Amanita et Volcaropodes qui ont une coquille ronde, un corps mou. On peut faire des groupes. Donc là, on se base en gros sur la morphologie. D'accord? On se base sur les caractères morphologiques communs pour pouvoir former des groupes. Et attention à ne pas se baser sur le type du Pokémon. Parfois, pour les Pokémon plantes, ça marche. Mais quand on regarde par exemple le type eau, notamment de Amanita, de Krabos et de Welmer et Dauphin, on constate qu'ils ne sont pas du tout dans les mêmes groupes. Donc il faut faire très attention. Le type peut être trompeur. Et justement, là, ça nous permet, en classant les Pokémon, de trouver des liens de parenté et de parler d'évolution. Mais attention, évolution, il faut faire attention aux mots. Et oui, effectivement, car je pense que vous le savez tous, les Pokémon, ils font quoi quand ils montent de niveau? Ils évoluent, très bien. Eh bien, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Eh bien, donc si vous prenez le jeu, donc Salamèche, vous lui aurez Reptincelle qui lui en drape au feu, mais nous on a retrouvé des manuscrits un peu plus anciens qui viennent d'une région qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Royaume de Suède. Je sais pas c'est dans quelle région ça. Et on voit des animaux, donc il y a marqué une larve qui se transforme en chrysalide, qui se transforme en papillon, donc ici Imago. Et est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, ça, justement une chenille qui se transforme en une chrysalide, puis en papillon? Ouais, Chenipod par exemple, et il y a un autre Pokémon aussi. Chenipan, très bien.
Et en fait, c'est la même chose. C'est vrai que ça ressemble vachement à des Pokémon qu'on connaît, nous. Hein. Donc, Royaume de Suède, peut-être une prochaine île qu'on va découvrir, je ne sais pas. Mais c'est un peu nul par contre parce que leurs animaux dans ce pays-là, ils n'ont pas de pouvoir. C'est quand même un peu nul quand même, hein. Gros nul, oui, bien sûr. Donc, en fait, ça s'appelle de la métamorphose. Alors, c'est quoi la différence entre la métamorphose et l'évolution? Et bien, en fait, c'est vraiment très simple. La métamorphose, donc si vous regardez sur une larve, ça se fait sur un seul individu. Donc, c'est cette larve qui va se transformer en cette chrysalide qui va donner ce papillon. Et ça, oula. Ouais, ça c'est parce que je voyais beaucoup et je dors pas beaucoup. Donc, ça se fait aussi sur un temps très court. Donc, ça se fait en quelques semaines. Une évolution, ça se fait sur plusieurs individus. Si on prend un exemple fictif, voilà, imaginons il y a beaucoup de salamèches, ils vont tous se transformer en rectincelles et tous en dracofeu. Sauf que ça ne sera pas sur une semaine ou un mois, ça sera sur plusieurs millions d'années. Nous aussi, par exemple, on a évolué, avant on n'était pas comme ça, hein. Ils n'étaient pas tous aussi beaux que moi à l'époque. Pourquoi il rigole lui? C'est censé être comme ça, hein. Oui, mais je suis un peu comme ça aussi à force de traîner avec lui. Donc voilà, donc n'oubliez pas, les Pokémon n'évoluent pas, ils se métamorphosent. Et ça va faire un très beau lien avec ce dont on va parler ensuite, les méthodes. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser pour ramener des Pokémon fossiles à la vie. Alors, tout commence par la découverte d'un fossile. Par exemple, ici, le fossile d'eau que j'ai pu retrouver pendant mes missions à Kanto, à Johto et diverses régions. T'as été boire un café chez moi? Oui, effectivement. C'était dans ton jardin, je crois. J'ai creusé un petit trou. J'ai pas de jardin. Ton jardin, d'ailleurs. J'ai pas de jardin. Je vais pas le dire plus fort. Il a pas repéré. Du coup, donc j'ai trouvé un fossile d'homme que j'ai analysé sous microscope et j'ai trouvé des traces d'ADN. Et donc cet ADN, je l'ai fourni à Léo. Et oui, car n'oubliez pas, je vous l'ai dit, je téléporte des choses, donc notamment des gens sur la Lune apparemment, mais c'est vu que ça n'a pas marché, j'ai quand même téléporté des choses. Donc ce qu'on a fait, c'est que l'ADN qui a été trouvé par le professeur Seiko, on l'a transféré dans un œuf. Et donc cet œuf, ensuite, c'est devenu un œuf fécondé. Et ensuite, c'est Platane qui intervient. Ça, c'est ensuite, après, comme je connais un petit peu la méga-évolution, je connais un petit peu comment accélérer certaines petites choses, donc j'ai décidé d'accélérer la croissance de l'œuf confié par Monsieur Léo ici présent, pour ensuite ramener à la vie un Pokémon fossile. Ici, vous avez Kabuto. Un mignon. Moi, j'ai un micro. Et t'as pas réglé le problème de la croissance d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui éclosent au niveau 5, d'autres au niveau 25, d'autres au niveau 30. C'est... ouais, bon, on en parlera après. Et donc, c'est quoi le point commun de tout le monde, tous ces fossiles? Ah oui, alors d'après vous, donc on va faire un petit sondage. C'est quoi le point commun de tous les Pokémon fossiles selon vous? C'est des Pokémon. Oui. Alors, d'après vous, quel est le point commun de tous les Pokémon fossiles? L'ADN, je l'ai entendu. Type roche, exactement. Sauf que non. Alors, c'est vrai dans 95% des cas. Donc vous voyez là, tous les Pokémon ici, ils ont un type roche. Sauf que, mais on va en parler un petit peu après. Donc, le type roche, c'est un peu un cas un peu complexe pour nous. Parce qu'on n'arrive pas à savoir, vu qu'on n'a jamais vu de vrais Pokémon fossiles vivre, on ne sait pas si ils avaient déjà le type roche avant de disparaître, ou alors si c'est en se fossilisant et en les ramenant à la vie qu'ils ont obtenu ce type roche. Par exemple, est-ce que Kabutops avant il n'était pas de type eau insecte, et le type insecte a disparu, il avait juste gardé le type eau, et il a peu le type roche. Et donc voilà, donc il y a des exceptions dont on parlera un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors attention, on parle bien de type roche et pas de pierre. Hein, oui, parce que ça c'est pierre, ça c'est encore un autre. Par respect pour les... Il y en a peut-être qui ont vu le même, nous on voulait le passer parce que voilà. Représente. Après, si je peux me permettre, j'ai peut-être un élément de réponse par rapport au type roche qu'on retrouve chez les Pokémon fossiles. Vous avez ici une magnifique gemme que j'ai trouvée par mes soins qui s'appelle la ptéraïte. Il faut savoir que comme je travaille sur la méga-évolution, j'ai donc combiné les effets de ces radiations à Ptera, obtenu par le fossile vieillant. Et en le méga-évoluant, on trouve Megaptera, également de type roche et vol. Alors, est-ce que ça correspond à ce que devrait être le Pokémon fossile de son vivant? C'est possible. En tout cas, moi, l'hypothèse que je suppute, on va dire,
c'est que Megaptera était également de type proche, donc en tant que Terra, du temps où il était avant sa disparition. Si je puis me permettre, chers collègues, j'ai une hypothèse aussi que j'ai développée tout seul dans mon coin, qui est celle de Poire Antique. Poire Antique, en plus, ça tombe bien, c'est une attaque qui est apparue dans une région que je connais bien, qui s'appelle Johto. Donc, ce qui m'a paru bizarre, c'est que, donc ça, c'est des Pokémon que je connais bien. Cochignon, Yanma, jusque-là, je connais. Sauf qu'en me baladant à Sinnoh, je me suis rendu compte que ces Pokémon-là, ils avaient développé une nouvelle évolution. Donc, Cochignon évolue en Mamochon, et Yanma évolue en Yanmega. Sauf que ce qui est très particulier avec ces deux évolutions, c'est qu'elles rappellent un peu des formes préhistoriques. Et je me suis demandé pourquoi on retourne, donc on a un cochignon qui évolue en animal qui ressemble plutôt à un animal préhistorique. Et bien pour ça, il faut s'intéresser à leur méthode d'évolution. Vous savez comment ils évoluent ces Pokémon-là? Très bien, exactement. Ils évoluent grâce à l'attaque pouvoir antique. Ça tombe bien, c'est marqué en haut en plus. C'était bien prévu, hein. Donc l'attaque pouvoir antique. Et l'attaque pouvoir antique, ce n'est qu'une supputation de ma part aussi. Pouvoir antique, donc le nom dans une certaine langue c'est Genshin no Chikara qui veut dire pouvoir primitif. Et ce qu'on pourrait penser c'est qu'en apprenant cette attaque, ça réactive des gènes qui n'étaient plus actifs. Pour faire simple, je vais vous prendre un exemple que vous connaissez tous. Jusqu'ici, je pense que tout le monde a un coccyx. Vous savez ce que c'est le coccyx? C'est la petite partie que vous avez en bas de votre dos. En fait, vous ne le connaissez pas, mais quand vous le cassez, vous vous rendez compte qu'il est bel et bien là. Et bien ça, en fait, c'est un reste d'un membre qu'on avait dans un temps plus ancien, une queue de singe notamment. Et grâce à l'action de certains gènes, et ben, ça va stopper la croissance du coccyx, ce qui fait qu'il va rester plus petit. Sauf que si moi, imaginons un jour, je suis un peu pas dans une bonne humeur, je modifie votre ADN, et ben je peux faire en sorte que ces gènes ils s'expriment et donc qu'il y ait une queue de singe qui pousse. Et ben là c'est pareil. En apprenant pouvoir antique, les gènes permettent de s'activer et ça ramène à un côté plus primitif de l'animal, enfin du Pokémon. Donc Yanma évolue en Yanmega qui peut être un animal plus ou moins préhistorique. Et pareil pour Mamochon et Cochignon. Mais avec tout ça, du coup, on a eu évidemment ramené à la vie des bestioles disparues, c'est bien, mais il y a eu des conséquences pour la recherche. Et lesquelles? Tout à fait. Parce que, tout d'abord, ça a permis de travailler sur la classification des Pokémon. Vous avez à votre gauche les Pokémon reptiles, caractérisés par des griffes aux 4 pattes, une peau avec des écailles, des dents dans la bouche et une longue queue osseuse. Là, vous avez par exemple l'exemple de Chochodile et de ses évolutions. Et à côté, vous avez les Pokémon oiseaux qui ont des griffes aux pattes arrière, des pattes avant en aile, une peau avec des plumes, des dents absentes mais avec un bec. C'est pas les dents qui ont un bec. Que la queue est absente et que à la place il y a un concours. Vous avez l'exemple ici avec Roucoule et l'ensemble de ses évolutions. L'évolution notamment c'est Roucoule qui évolue en Roucoule, voilà, je sais. Ah non, oui. Si on prend l'exemple du fossile mâchoire avec Tyrannidure qui évolue en Rexilus, notons toutes les caractéristiques que l'on trouve. On retrouve... Wow. Plus souple que ce que je pensais. On retrouve l'ensemble des caractéristiques des Pokémon reptiles, mais on peut noter aussi une peau qui présente des plumes. Voilà. Vous voyez ici, Tyrannidure et Rexilus ont un collier de plumes. À côté de ça, vous avez le fossile plume avec Archaeapti. Et Archaeapti partage l'ensemble des caractéristiques des reptiles, mais également la présence d'un bec, mais avec des dents. Plutôt étrange, et toujours évidemment les plumes. Avec ça, donc on peut définir une vraie évolution, du coup, hein, pas une métamorphose, pour éviter de trigger mon collègue, entre les reptiles et les oiseaux. Il y avait d'ailleurs un indice sous nos yeux, et bon, comme on n'a pas des bons yeux et qu'on ne fait pas toujours attention, on a beaucoup de travail. Mais en fait, quand on regarde les pattes de Roucoule, on observe déjà les écailles sur les pattes arrière. Mais bon, on était un peu trop occupés, on n'a pas fait attention. Oui. Donc on peut en déduire que les oiseaux sont une branche
du groupe des reptiles. Autrement dit, quand vous mangerez du roucoule avec moi par exemple, ça je propose, on ne sait jamais, eh ben vous mangerez du reptile. Voilà, j'espère que maintenant vous saurez que les oiseaux sont des reptiles. Personnellement, ça m'a révolutionné ce jour-là. Merci professeur Platane pour cette explication et cette invitation à venir manger avec vous au restaurant. C'est une invitation qu'on accepte. Que j'accepte volontiers si tu payes. Merci beaucoup. Si tu payes. Une des deuxièmes conséquences concerne également l'évolution des Pokémon tortues. Les Pokémon tortues, on n'en a pas tant que ça, donc ils sont tous là. Donc les premières fois qu'on avait des Pokémon tortues, on ne savait pas comment était organisé l'arbre, on ne savait pas qui est l'ancêtre de qui, etc., comment ça va évoluer. Donc on avait une espèce de petit râteau comme ça, pas beau. Et grâce à un Pokémon fossile, notamment Carapagos, qui se métamorphose en Mégapagos, Merci pour ça, c'est cool. de rien, vous pouvez constater que les nageoires, ici, se transforment en pattes pour marcher sur la terre ferme. Et justement, les analyses génétiques nous ont montré une correspondance entre Terrapagos, de Paldea, et Carapagos et Mégapagos. Donc ils ont la même origine géographique. Ça veut dire que les deux ont vécu sur le même endroit pendant un moment. Mais les Terrapagos sont restés endémiques de là où ils vivent. En revanche, Carapagos et Mégapagos ont évolué de sorte à gagner le stade eau d'abord pour aller dans l'eau et s'alourdir et se protéger parce que voyager dans la mer c'est compliqué, hein, il y a des sharknadoes un petit peu partout et donc le petit proche permet d'être gagné pour pouvoir se protéger, etc. Ensuite on gagne d'autres contrées, des rivages montagneux, etc. Et on se déplace un peu plus sur la terre ferme et donc on va avoir donc Kellocroc et Torgamore qui vont se développer, qui gagnent toujours le type eau et roche. Cela dit, le problème c'est que le type roche, pour se mouvoir sur la terre ferme et migrer d'une rivière à une autre, c'est compliqué, donc il va être perdu en premier, pour donner Carapuce, Carabaf et Tortank. Et ensuite, une fois qu'on a conquis les rivières, on va conquérir les forêts, parce que c'est un milieu qui est assez humide, donc on va perdre le type eau au profit du type plante, et nous donner donc Tortibus, Boscara et Torterra. Et enfin, une fois qu'on a conquis les milieux les plus humides, on va conquérir les milieux où il n'y a pas d'humidité, donc d'eau, et on va conquérir les milieux montagneux et chauds, et donc on va gagner le type feu avec Chactor. Voilà, grâce à Carapagos et Mégapagos, on a pu résoudre une des plus grosses énigmes de la classification des Pokémon tortues. Et ça, c'est vraiment chouette. Une des dernières conséquences, parce que je vais passer très vite dessus, parce que ça va vous faire exploser vos cerveaux, j'ai pu faire également donc l'arbre de classification phylogénétique, ça c'est le nom de classe, des Pokémon arthropodes. Donc ça regroupe tous les Pokémon insectes, les Pokémon arachnides et les Pokémon mille pattes, ce genre de choses. Et donc grâce justement aux Pokémon fossiles, donc Kabuto, Kabutops, Anorith et Armaldo, on a pu résoudre un petit peu les problèmes de ce groupe, parce qu'on ne pensait pas que les Pokémon crustacés, par exemple, comme Krabi, étaient affiliés à Chenipan. Et grâce à eux deux, qui sont de type roche-eau et roche-insecte, ça suppose que les deux ont un ancêtre commun qui est de type eau et insecte. Donc c'est-à-dire que le type insecte est apparu dans les océans d'abord, et grâce à Anorith qui se transforme en Armaldo, donc on a une forme de sortie des eaux, on appelle classement la terrestrialisation, et une conquête donc des continents par les Pokémon insectes, et ça va donner l'arbre que vous voyez défiler depuis tout à l'heure. Bon, je ne vais pas en parler plus parce que ça va vraiment faire exploser la tête de tout le monde, et j'aimerais que vous restiez sains pour l'événement. Mais en tout cas, c'est des conséquences qui ont été bénéfiques pour la recherche Pokémon, mais il y a eu des conséquences désastreuses. Et oui, malheureusement, parce que moi je suis celui qui porte le mauvais message, malheureusement, celui qui fait un peu mal. Vous avez ici Courneige, donc de la région de Galar, et vous avez ici donc tout un tas de Pokémon fossiles répartis dans cette région. Ces Pokémon fossiles ne vivaient pas là de base, ils ont été relâchés, volontairement ou non, à cause de certaines activités soit illégales, soit abandon par des dresseurs, ce genre de choses, ça peut arriver. Et le problème, c'est qu'ils deviennent invasifs, ils prennent les niches écologiques, on dit, donc les places dans les écosystèmes d'autres Pokémon, et c'est assez fâcheux parce que du coup, dans cet endroit, justement, il y a tout un tas de populations de Pokémon qui commencent à être décimées. Oui.
Oui. Donc moralité, ce qui est important, c'est faites attention à vos Pokémon et gardez-les avec vous. Ne les relâchez pas dans la nature. Toujours dans la Pokéball, les Pokémon. Toujours. Et si jamais vous voulez vous les relâcher, faites ça dans des structures adéquates. Par exemple, La pension, par exemple, c'est pas mal. la pension, oui, tout à fait. Ouais. Et voilà ce qui arrive quand vous relâchez vos Pokémon et qui sont pas chromatiques, hein. Voilà ce qui arrive. Enfin, micro, monsieur. Désolé, je me suis emporté. Voilà. Alors, moi, ce que je vais vous présenter, c'est une nouvelle méthode. Donc là, on vous a présenté l'ancienne méthode archaïque que faisaient nos professeurs à l'époque. Mais nous, on a inventé autre chose. Donc, grâce à mon téléporteur, moi et le professeur Seco, on a eu une idée. On s'est dit, bah, vu que les Pokémon fossiles qu'on a, ils sont pas purs, donc on sait pas s'ils ont un type proche de base, et qu'est-ce que ça ferait si on fusionnait deux fossiles de la même espèce? Par exemple, ici, deux fossiles d'hommes. Parce que si l'un a un ADN assez incomplet, on peut le compléter avec l'autre fossile. Et bien qu'est-ce que ça donnait, d'après vous? Rien, exactement. Ça a donné un caillou. Voilà, un beau caillou. Donc on s'est penché sur autre chose. Vu que ça marche pas avec deux fossiles similaires, on s'est penché sur les fossiles de Galar. Et à Galar, il y a un phénomène que vous connaissez peut-être, ça s'appelle le Dynamax, qui est une sorte de radioactivité plus ou moins. Donc les fossiles bénéficient aussi de cette radioactivité, et vu qu'il y a différents types de fossiles, on s'est dit, bah par contre on peut prendre ce type de fossile, prendre l'ADN de l'autre fossile, et fusionner, voir ce que ça donne. Donc, bingo, ça a marché cette fois. Ça a donné un bel œuf, voilà. Mais l'œuf est plus beau que la création, c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce que ça nous a donné après? Ça nous a donné ces abominations-là. Donc, Galvagon, Hydragon, Galvagla et Hydragla. Si vous arrivez à tous les dire comme moi sans faute, c'est déjà pas mal. Donc, on a fusionné plus ou moins plusieurs fossiles. Ne nous demandez pas pourquoi on l'a fait plusieurs fois, c'était un peu drôle quand même, c'était un peu marrant. Et bon, ça a donné des conséquences désastreuses dont le professeur Platin nous a parlé. Mais rassurez-vous, on vous a un petit peu facilité la vie, on a fait en sorte qu'ils ne se reproduisent pas, donc bon, il n'y en aura pas d'autres dans la nature normalement, vous inquiétez pas. Et bah merci de votre attention, merci pour cette conférence, et bon, on va en parler un peu après, d'abord, petits applaudissements. De rien. Mais juste pour classifier les choses, bon moi je suis pas professeur Pokémon, hein. Vous non plus je crois. Moi si. D'accord. En fait moi je m'appelais pas Léo, bon de mon vrai prénom je m'appelle Steven, mais sinon je suis Karchanosif, donc je suis secrétaire de l'association Paléosphère que vous avez vu juste ici, qui est une association de vulgarisation en paléontologie. Donc moi je suis vidéaste, je suis un peu sculpture aussi. Ensuite, vous avez mon collègue professeur Platane qui n'est pas professeur Platane. Non, ouais, donc moi je suis Edouard, j'ai une chaîne YouTube, enfin maintenant je m'exporte un peu, mais voilà, je suis Edouard Dino. Moi je fabrique, comment expliquer, moi je suis pas du tout de ce monde-là à la base, moi je touche un peu à tout et je fais des films d'animation à partir de figurines articulées. Que je conçois moi-même avec des matériaux de récupération, et avec ça bah, j'aime bien vulgariser de la science, j'aime bien aussi juste faire des animations pour m'amuser, donc je me suis mis à Pokémon récemment, voilà, c'était plutôt amusant, et voilà, c'est à peu près tout sur moi. Quant à moi, je ne suis pas le professeur Seco, j'aimerais bien. C'était plus blanc pour toi. Oui, la ressemblance est frappante. Je suis donc Valéoraptor et je fais des vidéos sur internet aussi sur la vulgarisation en paléontologie. J'ai un master en paléontologie, donc techniquement je suis paléontologue. Merci. Un planicien. J'ai un master aussi, on m'a pas applaudi. Et donc, bravo. Et donc je fais aussi de la vulgarisation sur la paléontologie et je me sers un peu aussi des films des médias, notamment Jurassic Park, hein, évidemment. Et depuis peu, j'ai fait un petit peu de Pokémon aussi grâce à Karchanosif qui m'a un peu lancé là-dedans aussi. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit ou pas, ou est-ce que ça a été parfaitement clair, et là, bon, bah, je pense qu'on aura fait du bon boulot, mais est-ce qu'il y a des questions? Oui, on n'a pas fait du bon boulot du coup. Déontologiquement, est-ce que vous trouvez normal de mélanger des Pokémon qui n'ont rien à faire ensemble? Alors l'explication est simple. On avait un peu abusé de jus de baies raisin ce soir-là. Et c'est excusable. Il y a des moments. Voilà. Question suivante. En soi, déontologiquement, ça passe. Ça passe. C'est pour la suite. Comment il s'appelait ce truc C'est bon du coup? Oui, une autre question. Un trou, il y avait...
de Relicante, qui lui est un type plus roche, du coup. Le fossile vivant. Il a trouvé la ruse. Ah, Relicante. J'en parlerai demain dans une conférence, mais si vous n'êtes pas là demain, je peux vous répondre maintenant. Fossile vivant est un terme qu'on n'aime pas beaucoup. Parce qu'en soi, un fossile est un organisme mort transformé en pierre, en roche. Oui, attention. Pas Pierre le prénom en tout cas. Et donc, justement, c'est pas un fossile vivant en fait. Si on regarde dans le passé des relicantes, alors bon, l'animal qui représente c'est le sélacanthe. Si on regarde les sélacantes fossiles, ils ressemblent absolument pas à l'actuel. Et là, en fait, en l'occurrence, Relicante n'est pas réellement un fossile. Il est qualifié de fossile vivant à tort. Mais je vous rappelle qu'on a des problèmes de traduction, hein, notamment entre évolution en français ou même en anglais, alors qu'à la base en japonais c'est métamorphose, que le fossile nageoire de la région Kalos, c'est ça, est en réalité mal traduit en français aussi, c'est censé être le fossile voile. Et pareil, on a une inversion de nom dans deux fossiles de Pokémon Galar, notamment ces poissons et dragons qui sont inversés. Voilà, il y a des gens, ils nous écoutent pas quand on leur dit des trucs. Et ils font n'importe quoi derrière. Donc là, fossile vivant, ce serait pas étonnant que quelqu'un m'ait entendu dire sous l'emprise de des raisins que je dis on dit rien, fossile vivant, et puis ils ont gardé le truc. Voilà. Non, c'est vrai, c'est surtout pour simplifier pour les enfants, etc. Parce que c'est compliqué de dire oui, il a évolué dans le temps, c'est plus tout à fait le même. Parce que bon, le Pokédex, sinon il sera à rallonge. Mais ouais, il y a pas mal de cas comme ça dans le Pokédex où. En fait, le Pokédex, c'est excellent, c'est vraiment une base de données incroyable. Je sais que moi j'ai tout lu, parce que j'avais que ça à faire. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont pas forcément. Et faut aussi se rendre compte que c'est un jeu vidéo. Mais en tout cas, c'est une très bonne question. On avait pas mal discuté de Relicante un petit peu, parce que c'est un cas un peu spécifique, surtout qu'il a tout le lien avec les Pokémon légendaires, etc. Donc ça lui donne un statut encore plus impressionnant. Et puis il est très beau en tout cas. Bon, je suis peut-être le seul trop mignon, mais... Et le Pokédex, il faut dire aussi que c'est une machine. Et les machines, elles ont toutes des bugs. Donc parfois, elles affichent des trucs et qui sont rectifiés dans les années suivantes, mais c'est pas toujours le cas. Comme Anorith, par exemple, qui est considéré comme l'ancêtre des Pokémon dans certaines versions d'année, version de 4.4, je crois, quelque chose comme ça. Et puis qui a été rectifié, on a dit non, c'est l'ancêtre des Pokémon insectes. Voilà. Bon, si on prend théoriquement la mythologie de Pokémon, c'est Mew l'ancêtre des Pokémon, ou alors est-ce que c'est Arceus ou Arceus, enfin pensez comme vous voulez, moi je dis Arceus parce que voilà, mais ouais, il y a énormément à chaque fois d'origines qui sont données à des Pokémon et c'est plutôt compliqué de voir laquelle est la vraie, après c'est selon vos croyances aussi, donc peut-être une affaire de croyance aussi dans Pokémon au final. Tout à fait. D'autres questions peut-être? Peut-être une dernière. Moi j'ai une question pour vous, est-ce que ça vous a plu? Oui. Merci beaucoup. Merci. Et merci à Pokémon en tout cas aussi pour nous permettre de faire cette conférence. Et apparemment, professeur Platane a quelque chose à dire. J'ai une rose à donner. Est-ce que quelqu'un en veut? Arrête de draguer, viens par ici. Allez, en vrai, moi je viens la donner. À qui s'entend? Merci. Faut donner à James. Donne à Team Rocket. Je la donne à James. James. Je sais pas où est James. Merci beaucoup en tout cas et profitez bien de l'événement. On se retrouve sur le stand Paléosphère de l'autre côté si vous avez d'autres questions. Et des super jeux en plus.